Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous accueille avec un invité spécial qui est Haïdar, un entrepreneur suisse que j'ai rencontré ici à Bali et qui est devenu un très bon ami par la suite. Aujourd'hui, on va vous parler de business, d'entrepreneuriat, de digital nomadisme aussi. Et du bon mindset pour réussir une activité qui fait du sens. Exactement. Haïdar, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent. D'abord, j'ai envie de te remercier pour ton invitation sur ta chaîne. Je suis hyper heureux que nos années d'amitié se matérialise et se concrétise par cette vidéo. Pour me présenter rapidement, moi à la base je viens de Lausanne en Suisse. J'ai travaillé comme travailleur social pendant plusieurs années, mais j'ai toujours eu le rêve de vivre libre, c'est-à-dire de vivre en choisissant l'endroit où je vis et surtout en choisissant la manière dont j'allais organiser le temps dans ma journée. En fait, je supportais pas l'idée que quelqu'un me dicte ce que je dois faire quand je dois faire ça. J'avais vraiment envie de cette liberté, mais j'ai très vite compris que cette volonté de liberté allait de pair avec une responsabilité. Et la responsabilité, c'est celle de créer mon propre métier. Et donc, j'ai démarré il y a à peu près 5 ans. Attends, je vais te poser la question. D'accord. Et du coup, pour résumer, aujourd'hui, mon activité, j'accompagne des personnes à faire la paix avec leur corps et la nourriture, principalement des gens qui souffrent de galères alimentaires, de troubles du comportement alimentaire, des gens qui ont fait beaucoup de diètes, de régimes et qui galèrent avec leur poids et la nourriture. Et moi, en fait, j'aide ces personnes à sortir des obsessions alimentaires et des compulsions alimentaires et retrouver un rapport serein et paisible avec leur corps et la nourriture. Waouh, tu pitches super bien ton offre. Super bien. Je mettrai le lien de sa chaîne en dessous qui s'appelle Pacification Alimentaire. Et le nom, il est super bien parce que pacifier, c'est vraiment faire la paix. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Ok, bah du coup, je vais poser à Haïdar quelques questions du coup sur son activité, sur son parcours. Et on va aller ensemble en fait dans tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire à vivre à Bali, entre parenthèses, sur Best Life, et à développer son activité qui est florissante en fait, qui grandit de jour en jour. Et voilà, sans plus tarder. Tu me disais que tu étais travailleur social avant. Ouais. Enfin, tu me disais, comment ça se passait déjà dans cette activité-là? Comment tu te sentais dedans avant d'avoir le déclic? En fait, ça a fait du sens parce que je pense que dans mon parcours, être travailleur social, ça a été indispensable dans le sens où ça m'a permis de développer des compétences qui aujourd'hui sont hyper utiles. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je fais, c'est toujours en lien, j'accompagne des humains. Oui. Et du coup, le fait d'avoir été travailleur social et d'accompagner des humains, pour moi, ça a été indispensable pour développer ces compétences. Ça a aussi été indispensable parce que ces années du chance ont été justes, mais plus j'avançais dans le salariat, plus j'éprouvais de la frustration, plus j'avais l'impression d'étouffer, plus j'étais en mode, en fait, ça me convient pas du tout. Et j'avais une intuition que j'avais un énorme potentiel, mais qu'en fait, là, je n'avais pas du tout dans l'espace ou la place d'exprimer mon potentiel. Et donc, il y avait beaucoup de frustration, une très grande souffrance. C'est-à-dire qu'à la fin, là, des derniers mois de travail, je partais au travail avec la boule au ventre, je me sentais pris à la gorge, c'était vraiment terrible, un sentiment de souffrance. Et en fait, je pense que rétrospectivement, c'était indispensable de traverser cette période, parce qu'en fait, ça m'a donné la niaque, ça m'a donné toute l'énergie de me dire, en fait, je sais que devenir indépendant, puis mon activité, ça va être dur, ça va me demander du travail, mais je suis prêt à faire des sacrifices. Et je suis même prêt à faire des sacrifices de travail, mais prêt à faire des sacrifices de risque. Donc moi, je me suis dit à un moment donné, en fait, je préfère être SDF, n'avoir aucun revenu, être complètement fauché, mais libre, que de devoir continuer à dépendre d'un salaire qui tombe à la fin du mois, et pour ça, de devoir vendre mon temps et ma vie dans une boîte. Et ça a été une démarche. Bon. T'as quel âge, Haïdar? C'est pas indiscret. J'ai 27 ans. À 27 ans, tu as payé salariat pendant combien de temps à peu près? Et je me sens que tu as commencé à travailler jeune aussi. Ouais, un peu moins d'une dizaine d'années parce que donc j'étais en Suisse, j'ai fait ce qu'on appelle un apprentissage. Ça veut dire que c'est un peu à la fois études et travail en même temps. Et 3 jours par semaine, je travaillais. De l'alternance, c'est ça. Puis j'ai démarré, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et j'ai terminé, je devais avoir peut-être 23, Ok. 23, par là autour, près de 10 ans. T'as 10 ans. Ça fait combien de temps en tout que là, t'es dans l'entrepreneuriat? Où tu t'es lancé? Du coup, il y a eu une phase de transition dans laquelle j'étais les deux. C'est-à-dire que j'ai démarré mon activité entrepreneuriale. En gros, j'avais démarré ma chaîne YouTube. Et il y a eu peut-être 2 ans comme ça. Donc au total, peut-être 5 ans. 50. Mais que j'en vis et que c'est mon activité principale, ça fait plutôt 2-3 ans. Ok, super. Et alors, t'as toujours rêvé de liberté ou c'est quelque chose qui s'est réveillé justement à cause du salariat? Parce qu'il y a des personnes, elles ne sont pas forcément ce truc-là,
Mais à cause du salariat, elle développe cette envie de s'évader, de s'enfuir. C'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est ça, quoi, de sortir de là à tout prix. En fait, je sais que j'ai toujours eu ça en moi parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et j'ai toujours su, même quand j'étais gamin, je me disais, je sais que je vais faire quelque chose qui va impacter le monde. Je sais que je vais avoir un impact, je sais que, entre guillemets, je suis spécial. Rétrospectivement, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que être spécial et faire quelque chose d'important, en fait, c'est pas une réalité factuelle, c'est une croyance. On a des croyances limitantes et on a des croyances d'expansion. Et pour le coup, j'ai eu la chance, alors j'ai plein de croyances limitantes, mais j'ai eu la chance d'avoir cette croyance qui m'a permis de m'élargir. En fait, c'est pas tellement que c'est vrai, donc je pense pas être exceptionnel ou spécial, mais je pense que le fait de croire que je vais impacter le monde et le fait de croire dur comme fer que je suis spécial et que je vais faire des choses spéciales de ma vie, juste au bout d'un moment, ça devient une réalité. Oui, nos pensées créent notre réalité. Exactement. Toutes nos croyances, spécialement celles qui sont liées avec notre identité, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de quand on dit « je suis ». Alors les gens que j'accompagne, des fois, vont dire « ah oui, mais moi je suis gourmand. Ah oui, mais moi je suis boulimique. Ah oui, mais moi je suis mangeur émotionnel. » En fait, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton identité. C'est une expérience, tout ce que tu fais dans un moment donné de ta vie, et c'est pas qui tu es. Et ça, pour moi, c'est la première étape pour se libérer de quoi que ce soit le salariat ou les troubles du comportement alimentaire, c'est de commencer à arrêter de se définir par ce qu'on est en train de faire. Plutôt que de dire je suis employé dans un machin, c'est de dire en ce moment, j'ai cette activité. Et le fait de sortir de cette activité ne va pas me priver de mon identité. La force que tu dis, ouais. Pendant longtemps, je me suis définie en tant que serveuse. Donc c'était, je fais ça, mais je ne suis que serveuse, donc ouais. En gros, prêtez pas trop attention à ce que je dis ou ce que je fais parce que je ne suis que serveuse. C'est ça, exactement, c'est ça. Et ça, en fait, ça nous permet de nous protéger d'une certaine manière, parce que si on commençait à sortir de notre petit rôle de salarié, en fait, ça fait flipper, parce que je me dis, je me connais en tant que salarié, mais je me connais pas en tant qu'entrepreneur. Et du coup, si je laisse tomber mon identité de salarié, je risque de me perdre et de perdre mon identité. Et ça, c'est flippant. Moi, souvent, les gens disent oui, je veux devenir entrepreneur, je veux gagner la liberté, je veux. En fait, non. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est le résultat et ce qu'ils voient sur Instagram. Oui. Mais en fait, ce qui fait des fois plus peur aux gens, les gens disent ah, mais moi, je n'ose pas me lancer parce que j'ai peur de l'échec. Non, t'as pas peur de l'échec, t'as peur de la réussite. T'as peur de te demander qui tu étais, qui tu serais si jamais tu réussissais. Et des fois, cette image de toi qui réussit, elle est tellement éloignée de l'image du raté que tu as de toi actuellement, qu'en fait, tu vas pas oser franchir le pas parce que tu préfères rester dans une identité un peu nulle et que tu connais et confortable, plutôt qu'une identité qui te plairait, vers laquelle tu as envie d'aller, mais que tu connais pas et qui est flippante. Ouais, dans ce cas-là, il faudrait changer ses pensées comme tu l'as fait en fait, en se trouvant spécial, en allant chercher ce qui fait de nous, ce qui nous rend singulier, qui nous rend incroyable, potentiel en fait. Ouais. Peut-être inexploré, mais déjà incarné, c'est ce que tu as fait. C'est ça. Potentiel, il était là. Sauf qu'à cette époque-là, toi, tu l'as décidé de l'incarner avant même de le trouver et tu l'as créé, en fait. C'est ça. C'est pour moi, avant même de créer des nouvelles croyances, il s'agit déjà de repérer ces croyances limitantes actuelles. Si par exemple, avant chaque petite action qui va me rapprocher de mon objectif de devenir indépendant, si avant chacune de ces actions, soit faire un mail, un appel, enfin chaque petit truc, en arrière, tu as une pensée qui dit un truc genre ah ouais, mais de toute façon, ça sert à rien parce que t'es nul et tu n'y arriveras jamais, tu réussiras jamais. En fait, si t'as ce genre, même si c'est des pensées discrètes, des fois on les voit même pas parce qu'on a l'habitude. Si t'as ce genre de pensée, eh bien, ton action qui suit, donc l'appel de mec, soit tu vas pas le faire, tu vas dire, à quoi bon, parce que de toute façon, je suis un raté, donc je n'ai pas essayé. Bon, vu que tu n'essayes pas, tu confirmes ta croyance et tu la renforces, ou alors tu vas le faire quand même, mais tu vas te débrouiller pour le faire en fonction que ça ne marche pas. Comme ça, tu vas bien te renforcer dans ta croyance. Du genre, tu vas faire un mail, mais dans le mail, tu vas laisser quelques fautes d'orthographe, tu vas mal formuler le truc, tu vas pas vraiment dire ce que tu veux. Oui, mais attention, c'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. J'allais dire, on peut aller très en profondeur comme ça. À quel moment tu te lances dans l'entrepreneuriat? Comment s'opère cette transition concrètement? Moi, ce qui a été le déclencheur, ça a été de tomber sur des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, j'adore YouTube avant tout. Comme un consommateur, j'adore regarder, écouter des longues vidéos sur YouTube. Et j'ai commencé. YouTube est tellement underestimé. Sous-estimé. Je suis d'accord avec toi, j'adore YouTube aussi. Moi, YouTube, ça a changé ma vie déjà pour des cliniques comme alimentaire. Moi, je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de ça. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. J'ai commencé à tomber sur des vidéos de gens qui disaient que je vais créer son activité. J'étais là au début, genre, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, j'étais là. Est-ce que tu tombais dessus ou parce que justement c'est ce que tu voulais? D'une manière ou d'une autre, ces vidéos venaient à toi? Ces vidéos, elles venaient à moi.
Ces vidéos, elles venaient à moi pour un hobby, tu vois. Et donc ça, c'était déclencheur. Et donc très vite, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une chaîne YouTube aussi. Et là, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Mais en vrai, mon parcours YouTube, là, ça fait plus de 5 ans que j'ai ma chaîne. Je suis encore en dessous des 2000 abonnés. Oui, c'est un gros questionnement. Pourquoi? On ne comprend pas parce que ce que tu payes est hyper pénitentiaire. Je suis la première à le dire. J'ai une très petite chaîne. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai pas beaucoup de vues sur les vidéos. Par contre, j'ai plus des clients. Et j'ai plus de personnes que j'accompagne. Et on ne s'imagine pas. Parce que moi, je pensais que pour franchir des barrières, 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, il fallait avoir 10, 15, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. Ouais, il fallait avoir des milliers de gens. C'est où je suis. Or, je suis la preuve incarnée. Je peux avoir une chaîne de moins de 2000 abonnés et très bien gagner sa vie et avoir vraiment de l'abondance. En fait, de l'abondance de valeur parce qu'effectivement, je vais accompagner un nombre restreint de personnes, mais les gens que j'accompagne, leur vie va être transformée. Leur vie va être changée, de les libérer de la nourriture, c'est toujours, et de les rapprocher de leurs besoins dans les limites. Et bien moi, je reçois de la valeur en échange. Et plus j'aide les gens, plus je sers les gens, plus moi je gagne de l'argent, plus je gagne de la liberté, plus je gagne la possibilité. Là, j'ai commencé à construire une équipe autour de moi. J'ai 2 personnes qui sont dans l'équipe, la 3e et la 4e qui vont bientôt rejoindre. Et donc en fait, plus je suis en terrain, grandir à l'avance, plus paradoxalement, je peux aider, servir les gens et servir un plus grand nombre de personnes. Ouais. Ça m'a vraiment permis de débloquer cette croyance sur le nombre d'abonnés, etc. Justement, j'en parlais hier avec ma cliente, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. En fait, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat des réseaux sociaux, c'est qu'on a vite la poudre aux yeux. Donc, comme on voit les gros entrepreneurs un peu flamber avec plein d'abonnés, faire beaucoup le show, on s'imagine que c'est ce qu'il faut faire pour gagner sa vie. Et je la remettais un peu les pieds sur terre en lui disant, mais non, parce qu'il y a des personnes avec 100, 200 abonnés, 500 abonnés, 1000 abonnés, gagnent très très bien leur vie. Ils commencent à gagner le vie avant d'abonnés. Voilà, c'est ça. Ils vivent de leur business. Ils sont discrets, ils font ce qu'ils ont à faire, tu n'entends pas parler d'eux. C'est ça. Et du coup, toi, vu que tu es tellement omnibulé par tous ces trucs-là qui scintillent de partout, qui brillent de partout, ces gros montants dans tous les sens, je te dis qu'en fait, tant que tu n'es pas là, tu ne gagneras pas ta vie. Et ça te frustre et ça te met dans un état, en fait, de déchet. Beaucoup abandonnent comme ça. Ils se disent, mais je vais jamais y arriver. Et surtout après, ce qu'on a vu derrière moi. C'est un autre sujet. Ok, donc tu te lances dans YouTube. De toute façon, juste pour vraiment à ce que je dis, la seule manière, et les gens disent toujours, j'ai peur d'échouer. La seule manière d'échouer, c'est d'arrêter. En fait, tu ne peux pas. Regarde, moi ça fait 5 ans, j'ai galéré. J'ai galéré pendant longtemps. J'ai vraiment galéré. En vrai, si j'avais pas fait partie de la majorité des gens, j'aurais juste arrêté. Ouais, au moment où tu te dis, vas-y, je vais retourner, je vais reprendre un petit job et puis terminer. Ouais. C'est comme ça qu'on échoue. C'est dès que t'arrêtes en fait. Alors que, à un moment donné, tu touches un truc et là, les résultats, ils sont. Et c'est gigantesque. Tu nous en parleras de ce moment justement de bascule, est-ce que ça m'intéresse? Et savoir que j'ai connu Aïda à un moment un peu charnière de ta vie, de ton business, c'était un peu délicat. Et en plus, tu venais de venir t'installer à Bali aussi. Ouais. Donc c'était vraiment du nouveau et en même temps, c'était instable. Et j'ai vécu un peu la même situation que toi, je comprends mieux ce que tu vivais. C'est dur de se mettre dans les baskets de quelqu'un qui traverse ce genre de choses. Et avec le recul, maintenant, je pense que tu as vraiment dû beaucoup souffrir, entre parenthèses. C'était vraiment anxiogène, surtout. C'était anxiogène, mais en fait, le meilleur moyen de vaincre une veuve, c'est de la traverser. C'est-à-dire que si tu as peur d'être fauché, ce qui va te libérer de ta peur du manque d'argent, ce n'est pas de gagner plus d'argent. Regarde, tu as des gens, ils sont millionnaires et ils sont dans la peur du manque. Ils ont des millions sur leur compte en banque, ils ont la peur du manque. Et nous, de toute façon, même si tu gagnes moins de 1000 euros par mois, en fait, par rapport à plein d'autres gens, tu es super riche. C'est sûr. Et si tu as la peur du manque avec 1000 euros par mois, tu auras la peur du manque avec 5000 euros par mois et tu auras la peur du manque avec 20 000 euros par mois. Tu seras, en fait, même si tu gagnes plus d'argent, tu seras toujours pauvre dans ta tête. À ça? Et donc, le meilleur moyen d'être riche, c'est d'aller visiter. Alors, pas ce qu'il y a de plus agréable à faire, c'est pas vraiment facile, mais d'être fauché. Moi, à un moment donné, j'ai eu 0. J'étais à l'autre bout du monde et j'avais 0. J'ai vraiment touché le fond de la piscine en me disant, là, je suis cuit. Je me suis dit, là, je suis un Aïda qui vient me voir en mode, je gagne pas l'argent, en fait. J'étais cuit. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais cuit. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, je me rends compte que c'était difficile, mais c'était trop bien. Parce que ça m'a permis d'être détaché des chiffres et ça m'a permis, en fait, de sentir que même si t'as 0, tu vas pouvoir. Est-ce que je suis mort de faim? Non, je suis là. Est-ce que je me suis retrouvé à la rue? Non. T'as toujours des amis, t'as toujours un plan B, t'as tout. En fait, la peur du manque, elle est absurde. Parce que tu vas pas manquer. Donc, ok, dans le pire des cas,
Bah, il y a déjà l'instinct de survie, enfin, juste ça, c'est tellement puissant. Voilà. Dès que tu te passes en mode survie et tu deviens quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça, hein, c'est ça. Donc, en fait, pour moi, cette période-là, elle a été aussi indispensable. Ça m'a permis de me détacher de ça. Et maintenant, j'ai la chance que maintenant, ça marche super bien. Je suis trop content. J'ai mon lit, moi, j'avais ça. Mais si je vais revenir à une galère, ok, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais est-ce que j'ai vraiment été plus malheureux? Non, c'était super fun. Mais je me suis fait plein de relations. J'ai vécu plein de trucs. C'était cool. Après, c'est sûr que c'est plus agréable d'être successful et d'avoir... Et maintenant, tu as toutes ces compétences-là, tu as cette capacité, tu as cette compréhension, ce recul, cette maturité qui ne vient qu'avec l'expérience justement de l'échec et aussi des galères entre parenthèses, qui fait que maintenant, tu sais à coup sûr que tu sauras te relever en fait. C'est ça. Tant que tu es en bonne santé et que ton cerveau continue de fonctionner, tu trouveras toujours le moyen de te remettre sur pied, voire d'aller encore plus loin. Exactement. Donc, c'est aussi ça qu'on gagne. Donc, écoute, tu te lances sur YouTube, tu as eu cette expérience aussi, tu disais par rapport à l'alimentation, donc ce qui a fait en sorte que tu as créé Pacification Alimentaire. Est-ce que tu as commencé directement ta chaîne YouTube sur ce créneau-là ou non. Ah non, moi j'avais commencé un truc un peu classique, pas très niché, où je parlais genre de développement personnel et de prise de masse musculaire et de perte de poids. Le truc le plus classique de mon les vidéos. on a le droit d'être classique, On a le droit d'être classique, mais évidemment ça n'a pas eu un grand succès, ça n'a pas vraiment marché. En fait, ce qui fait aujourd'hui que ce que je propose là, c'est que ça répond à une vraie problématique. Les gens ont des vraies galères avec la nourriture, il faut vraiment souffrir et passer à côté de leur vie. Et donc je n'ai pas besoin de convaincre les gens de venir et d'être accompagnés, parce que les gens sont tellement en France et ils ont tellement besoin d'une solution innovante, différente, de ce qu'ils ont toujours essayé, que lorsqu'ils me découvrent, en fait, c'est une évidence pour eux d'être accompagnés. Et pour moi, c'était ça, en fait, c'était vraiment être positionné sur un vrai problème que les gens ont. Et je pense qu'un des trucs qui fait le plus souvent que ça me frappe, c'est qu'on essaie de se positionner sur des trucs qui nous passionnent, mais qui ne répondent pas à un vrai problème que les gens. Et en fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à parler justement des troubles du comportement alimentaire, des troubles alimentaires, etc., à partir de ce moment-là, ça a eu un écho parce qu'il y avait une vraie demande des gens. Et il y avait peu de personnes qui parlaient encore de ça à l'époque parce que... Ouais, maintenant il y en a de plus en plus, mais en fait, même s'il y en a beaucoup qui parlent de ça, et personne ne parle de pacification alimentaire. La pacification alimentaire, c'est l'approche que je propose qui est radicalement différente, même aux antipodes de tout ce qu'on entend et de tout ce qui est proposé. C'est vraiment tellement... C'est tellement contre-intuitif qu'au début, quand les gens ils m'écoutent, ils sont là, mais est-ce que tu es sérieux, genre, est-ce que c'est vrai? En fait, ils ont encore attendre la c'est contre-intuitif, mais au final, c'est hyper intuitif. Ouais. C'est juste qu'on est tellement biaisé par la société. Enfin, je l'admets que quand tu m'as dit ce que tu faisais, vu que je suis très alimentation aussi, fitness, bah tu vois là, 3 mois avec toutes les galères que j'ai connues, j'ai complètement abandonné la salle de sport, j'ai complètement abandonné le contrôle alimentaire, j'ai pas pris 1 gramme, je mange beaucoup mieux qu'avant, enfin je suis bien, quoi. Je suis tellement heureuse et je suis pas pressée de retourner dans mon truc. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre ton approche, honnêtement. Mais au début, j'avoue que quand tu me l'as raconté, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, oui, parce que les gens, non mais c'est vrai, parce que les gens, quand tu leur dis, en fait, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, quand tu veux, sans contrôle, les gens ils me disent mais t'es fou, moi si je fais ça, je vais manger que du Nutella toute la journée et je vais devenir obèse. Pourtant c'est une mode normale, enfin normalement. À la base, en fait, les traumas et la société. C'est ça, à la base on n'est pas censé contrôler notre alimentation. L'alimentation, comme le fait de respirer, comme le fait de baigner, ça fait partie de nos besoins physiologiques et notre corps il s'en occupe très bien, on n'a pas besoin de faire intervenir notre tête. Comment devient l'idée de pacification alimentaire? Enfin, je sais que c'est ton parcours et tout. Ouais. À quel moment ça vient et à quel moment tu décides d'en faire un business? En fait, très tôt, j'ai su que j'avais envie d'en faire mon métier parce que simplement, j'avais pas tellement d'idées qui viennent. Je me suis dit, si j'ai envie d'avoir du temps, si je veux accompagner les gens, je peux pas être employé à côté. J'ai besoin de mon temps et de mon énergie à consacrer aux personnes que j'accompagne. Et donc, j'ai compris qu'en fait, si je voulais être empathique et beau pour les gens, je devais pas proposer quelque chose de gratuit ou être en mode... je suis, dans l'offrande et dans le sacrifice. J'ai très vite compris. Si je veux pouvoir aider les gens, je dois d'abord pouvoir m'aider moi-même. Pour m'aider moi-même, j'ai besoin de gagner de l'argent, de gagner de la liberté. Et en l'occurrence, l'argent, c'est l'énergie qui m'a permis de gagner. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est commencer à parler de cette problématique. Et l'idée de pacification alimentaire, elle est arrivée plus tard, en me demandant comment est-ce que j'ai envie que les gens comprennent, comment est-ce que j'ai envie que les gens voient, et quels mots j'en note. Et je me dis, Ok, est-ce que dans ton parcours, à un moment donné, tu te formes dans quoi que ce soit? Que ce soit dans le business, que ce soit dans du coaching, que ce soit dans du dev perso, est-ce que ça intervient à un moment donné? Bien sûr, mais de manière très autodidacte. C'est-à-dire que j'étais pas dans une démarche où je me disais, je veux faire ça, donc je dois apprendre ça, ça et ça. C'est, je fais ça, je me rends compte que je suis nul pour faire ça, du coup, je veux faire ça. Du coup, c'est dans ce sens-là, c'est que j'ai commencé en fait
Tu d'un coup, tu te dis, ah, je dois faire un site internet. Quand tu dois faire un site internet, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à faire un site internet que quand tu dis, un jour, j'aurai besoin d'un site internet. Du coup, j'ai juste suivi les étapes les unes après les autres et je me suis formé à tellement de choses. Mais en fait, dans ce que je fais, ce qui est le plus important, c'est la communication. T'es doué pour ça, enfin je trouve. Mais C'est un regard extérieur. Merci, c'est gentil. Mais c'est indispensable parce qu'en fait, tu peux être le meilleur accompagnant au monde. Tu peux être le meilleur thérapeute, le meilleur coach, le meilleur tout ce que tu veux, le meilleur consultant au monde. Si tu n'es pas capable de montrer aux gens ce que tu vas leur amener comme valeur, tu serviras à rien. Parce que tu peux être le meilleur, mais tu seras le meilleur dans ta cave à parler à une plante verte. Et tu vas aider personne. Donc, ce qu'on appelle le marketing et qui a vraiment une mauvaise réputation dans la culture française, en fait, le marketing, la manipulation, ce n'est pas quelque chose de négatif ou de mauvais. C'est juste ton rôle de montrer aux gens qu'ils vont être 1000 fois mieux avec ton accompagnement, avec ton produit que sans. Moi, aujourd'hui, si j'étais nul en communication et en marketing, les gens que je sais que je peux aider, j'ai les moyens, j'ai dans mon accompagnement les outils pour les aider à se libérer, à sortir de l'organe. Si je ne réussis pas à les convaincre d'investir sur eux et donc sur l'accompagnement, je ne les aide pas. Je suis simplement en train de laisser des gens que je pourrais aider partir. C'est comme si j'étais médecin, il y a quelqu'un qui va faire une crise cardiaque dans la rue, je dis non, mais la personne n'est pas sûre d'avoir envie d'être aidée, du coup, c'est quoi, je vais la laisser, elle m'a rien demandé, c'est pas mon problème. Non, en fait, tu as une responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de montrer aux gens qui peuvent être aidés à sortir de cette souffrance que j'ai les outils et l'accompagnement pour le faire. Je sais pas si ça te regarde. C'est très très clair. Ouais. C'est le rôle, c'est ce qu'il disait dans mon ancien client, que c'est ta responsabilité de vendre ton offre si tu es convaincu justement que tu peux aider les gens et que tu as envie d'impacter les gens aussi au travers de ton accompagnement. C'est ta certitude, une phrase que j'aime beaucoup, ta certitude, elle doit être plus forte que l'ordre. Eux, ils vont arriver avec des doutes, eux, ils vont arriver avec des peurs. Toi, si ce que tu proposes, tu crois en ce que tu proposes, en fait, pour moi, c'est impossible de vraiment être bon en communication et de vendre quelque chose si tu crois profondément et sincèrement que ce que tu vends, si tu vends de la camelote, ça va se sentir et ça se voit. De toute façon, si tu trembles en proposant une solution, ça ne rassure absolument personne. Donc, quelle raison aurait cette personne de venir vers toi? C'est ça. On apprend ça en closing. Hein. Soit tu closes, soit tu fais closer. Donc, les gens vont venir te closer avec leurs peurs et leurs doutes. C'est ça. Et toi, tu pourras justement closer sur quelque chose un peu plus fort, en fait, qui a de la valeur, qui peut clairement changer leur vie. C'est vraiment exactement ça. Et au-delà, on a parlé du marketing et de l'aspect communication. Mais en fait, le marketing, c'est juste l'emballage. Oui. Et avant de mettre l'emballage, il faut voir ce que tu vas mettre à l'intérieur. Et donc, avant d'être méga bon en communication, marketing, etc., je pense que tu dois être sûr que ce que tu proposes, ça aide les gens. Je suis persuadé que si tu n'aides pas les gens, tu peux faire un coup, tu peux marcher sur le court terme, mais tu construiras jamais rien. Du coup, pour apprendre, tu le fais au fur et à mesure selon les challenges. Donc voilà, tu avances à ton rythme, il y a ça qui se présente, tu vas te former. C'est comme ça que tu apprends vite aussi, c'est comme ça que tu évolues, entre parenthèses, plus vite. C'est ça, exactement. Je voyais hier ou avant-hier une vidéo qui parlait justement de comment apprendre plus vite, et il me disait exactement la même chose. Il est déjà arrivé de se disperser et utiliser et mettre en application ce qu'on apprend. Donc choisir un sujet dont on a besoin et aller dans ce sujet-là, et c'est le meilleur moyen d'apprendre très rapidement, ce qui fait que beaucoup de solopreneurs, infopreneurs maîtrisent beaucoup de compétences en fait. C'est ça. Marketing, vente, technique. Je sais qu'il y a une procrastination par laquelle moi je suis passé avant de se lancer, et cette procrastination, c'est la procrastination de se former. C'est les gens qui disent oui, non mais je vais me lancer, mais avant de me lancer, je vais faire cette formation. Puis avant de me lancer, j'ai encore besoin d'avoir ça. Puis avant de me lancer, faut que j'ai... Puis avant de me lancer, j'ai aussi ça, puis ça. En fait, la vérité, c'est juste qu'ils ont peur et qu'on a peur de se lancer sur le marché. Parce que tu sais que si tu te lances, tu vas la réalité. Tu vas faire face à la réalité. Et en fait, on a peur de faire face à la réalité. Oui. Donc, on préfère rester éternel étudiant. Se lancer, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de te former. C'est pas je me forme et ensuite je me lance. C'est je me lance et je me forme en même temps, ensemble. C'est indispensable. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ne serait-ce que moi, sur un peu mes coaching business, sur des femmes qui se forment depuis 1958, à tout en fait. Elle commence avec l'hypnose, elle finit avec le marketing digital et le lendemain elle est en train de se former à la PNL. Enfin, je sais pas où elle va, je dis mais quand est-ce que tu vas commencer à faire de l'argent? C'est ça. Et en fait, effectivement, c'est une peur qui est déguisée et c'est un moyen de tourner à chaque fois autour du pot sans jamais... Exactement. Alors en fait, finalement, l'entrepreneuriat c'est assez simple. Tu choisis un problème que tu vas aller à résoudre. Ok, first step. Voilà. Tu proposes une solution. Et si cette solution rencontre ton marché, c'est-à-dire que tu vas amener à l'échelle, c'est aussi simple que ça. Ok, tu lances ta chaîne YouTube, Pacification Alimentaire vient un peu après aussi.
plus ton offre, tu apprends dans l'état. Quels ont été, on va dire, deux gros principaux challenges que tu vas avoir justement dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Soyons plus larges, 3 gros principaux challenges par lesquels tu es passé que tu as surmonté déjà. Ah, que j'ai surmonté, voilà. Je vais peut-être me répéter. Le premier gros challenge, c'était la peur. Ouais, Avec toutes les peurs sur qu'est-ce qui va se passer si je manque d'argent, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, toutes ces peurs-là. Cette peur-là qui ne t'a pas empêché de partir à l'autre bout du monde, de venir à Bali? Non. Ok, elles sont là, mais elles ne t'empêchent pas de faire les choses. De toute façon, ça c'est un truc, voilà. Tout le monde a peur. On a tout le temps peur. Et ça nous Et aide. si tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu n'agiras jamais. Et il y a 2 énergies dans la vie. C'est l'énergie de la peur qui va crisper, fermer, enfermer, étouffer. Et il y a l'énergie de l'amour. Et l'énergie de l'amour, c'est avant tout l'amour de ses valeurs, ses envies, ses désirs, ses rêves. Et quand tu es face à un choix, tu dois toujours te poser la question, est-ce que j'agis par peur ou est-ce que j'agis par amour? Et finalement, que la décision que tu prends en force. Ce qui compte, c'est avec quel état d'esprit tu la rends. Si tu décides de rester salarié, mais que tu prends cette décision avec amour en disant, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est le fait d'avoir cette récurrence, ce cadre, cette structure, ça fait travailler une unité, blablabla. Si tu le fais avec amour, génial. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu restes dans le salariat juste parce que tu dis, ah, j'ai peur que ça ne marche pas, bah en fait, tu vas. Et c'est ok, j'ai aucun jugement, il n'y a pas de mauvaise décision. C'est ok de prendre des décisions basées sur la peur. Mais par contre, tu ne peux pas attendre que tes décisions basées sur la peur te ramènent de l'épanouissement, du bonheur ou de la joie. La peur ne peut engendrer qu'une seule chose, c'est plus de peur. Waouh. C'est beau ça. Ok, premier challenge, du coup, cette peur-là. Bon, c'est le challenge de tout le monde au final. C'est ça. C'est très humain aussi. Deuxième challenge, c'est. Bah, si je suis désolé, je suis très mindset. Et le deuxième challenge, c'est les croyances limitantes. Oui. C'est le fait de se dire, je vais rater. Non, mais excuse-moi de te couper, mais je pense que beaucoup de personnes ignorent encore que tout ce truc entrepreneurial, les aventures de vie, changement de vie, métamorphose, c'est que du dev perso. La technique, c'est le plus rapide, c'est le plus simple. Enfin, il faut juste appuyer sur des boutons et faire bouger des cases, écrire du texte. Ça, c'est facile. Hein. Par contre, tout ce qu'il y a derrière, oh my God, c'est un calvaire. Bah, en fait, le premier outil de ton entreprise, de ton business, c'est toi. Exactement. Du coup, si ton outil, il est bancal, bancal comme je l'étais, ça va pas vraiment marcher. Et en plus, en vrai, je crois qu'il y a un peu un truc surnaturel qui est quelle énergie tu vibres. Si tu vibres la peur, le manque, si tu vibres le fait que tu crois pas dans ton truc, tu crois pas en toi. L'impatience, ouais. Pressé. En fait, qui va investir sur toi si toi-même tu le fais pas? Qui va te choisir si toi-même tu t'es pas choisi? Qui va croire en toi si toi-même tu crois pas? Personne. Donc je suis pas en train de dire que tu vas éliminer tout. J'ai encore aujourd'hui des peurs. Oui, j'ai encore aujourd'hui des croyances limitantes. J'ai encore aujourd'hui, évidemment, et j'en aurai toujours. Et c'est tout à fait normal. Parce que sinon je serais éliminé, tu vois. Je suis pas éliminé. Ce serait dangereux en plus. C'est ça, ce serait dangereux. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce deuxième challenge, ça a été en fait de reconnaître mes croyances limitantes et de prendre de la distance avec elles pour me réinventer mon identité d'une certaine manière. Donc ça, c'était le deuxième challenge. On est d'accord que là, tu n'es toujours pas coaché, tu n'es pas accompagné, tu fais ce travail-là un peu tout seul. Ouais, cette introspection, ce travail d'humilité, parce que c'est un pour reconnaître certaines choses. Ouais. Après, j'ai fait des investissements, j'ai pris des formations. La toute première formation que j'avais prise, très décevant. On en reviendra sur les formations. C'était super décevant. Et pourtant, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Parce que ça m'a engagé. Ça m'a mis en action, ça m'a engagé vis-à-vis de moi. Ce que j'ai trouvé dans l'accompagnement, c'était vraiment pas qualitatif du tout. Et en fait, c'était indispensable de passer par là. Et ensuite, j'ai eu des accompagnements, des coaching start qui ont été vraiment bien utiles. Et je dirais que le troisième grand challenge, ça a été l'entourage. J'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai accompli si j'étais resté en Suisse. Intéressant. C'est pas que mon entourage était mal au attention, mon entourage était super, mais mon entourage, d'une certaine manière, me maintenait par le regard qu'ils avaient sur moi et la manière dont ils percevaient dans le rôle que j'avais. Donc c'était impossible de révolutionner qui je suis en restant avec les mêmes personnes. Et en fait, les peurs des gens et les croyances des gens, ils vont les projeter sur eux. Donc quand tu vas être le seul à te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tout le monde est salarié autour de toi, c'est pas que les salariés sont mauvais ou mal, c'est juste que ce n'est pas ce que tu veux faire. Et du coup, le fait d'avoir ça autour de toi, je trouve que si tu restes seul, c'est ultra difficile. C'est exactement comme pour les troubles du comportement alimentaire et les difficultés. Si tous les gens qui sont autour de toi ont peur de grossir, font des régimes, sont en train de suivre des programmes de diète, de fit, de machin, etc., et que tu es le seul à te lancer dans la pacification alimentaire, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que c'est impossible, quasiment impossible. C'est bien beau d'avoir du caractère, mais quand tu es entouré des mauvaises personnes, il ne faut pas oublier qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Et du coup, tu vas ressembler aux gens qui sont autour de toi. Donc si tout le monde autour de toi est négatif, déprimé,
morose, dans la peur. Tu absorbes en fait T'absorbes de ouf. ces choses-là. T'absorbes de ouf. Et donc, c'est commencer, moi, ce qui m'a aidé, c'est commencer par avoir un entourage digital qui est positif, mais AirPods ont changé ma vie. Parce que tu mets tes AirPods dans les oreilles et tu peux écouter des vidéos, comme les gens qui sont en train de faire là. Tu peux être connecté à des gens inspirants qui t'inspirent, à qui tu as envie de ressembler. Tu les écoutes. Et ça te permet de ne pas écouter la télé, de ne pas écouter les médias, de ne pas écouter les gens qui sont autour de toi et leur faire leur crainte, de ne pas écouter tout ça, et vraiment d'écouter ce vers quoi tu as envie d'aller. Exactement. Bah, c'est ce qui s'est passé quand j'ai décidé d'arrêter la restauration, vu que tout le monde m'avait toujours vu dedans, vu que c'est ce que j'ai toujours fait de toute ma vie. Bon, je leur ai dit que je voulais faire autre chose, en plus travailler sur Internet, parce que c'était clairement moi comme ça que je l'ai un peu quantifié, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc tout le monde trouvait que c'était impossible. Comment tu peux travailler sur Internet? Ça n'existe pas. Il faut être une star pour travailler sur Internet, il faut être une influenceuse. Et le fait d'écouter, comme tu dis, des podcasts, des personnes qui vivaient déjà la vie que je voulais, qui avaient déjà les métiers que je voulais faire, ou qui vivaient du digital, ça m'a mis dans une nouvelle dynamique et j'ai compris que c'était possible et j'ai compris que je pouvais le faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi aussi. Et je me souviens extrêmement bien. Excusez-nous pour les sons ambiants, on est en chantier autour de la maison d'Aïda. On est en chantier, mais... Du coup, on profite de cette pause. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si vous aimez notre contenu jusqu'à présent. Et voilà. Par rapport à ce que je disais, c'est que j'ai vécu exactement le même parcours. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai toujours su, il y a des années en arrière, 5-6 ans en arrière, je disais à tous mes potes, je leur disais, ouais, vous allez voir, moi je vais partir et je vais vivre à Bali. Et ils me disaient deux trucs, ils disaient, Aïda, ils disaient déjà, Aïda, t'es jamais allé à Bali, comment tu vas savoir que tu vas vivre là-bas? Alors, t'es même jamais allé. Et j'ai... Parce que tu l'as décidé. Mon intuition me dit que je vais vivre à Bali. Et tous les soirs, quand j'allais me coucher, je pensais à ma maison à Bali, dans laquelle nous sommes actuellement. Et autre chose, il me disait, ouais, de toute façon, tu vas gagner comment de l'argent, hein? Oui, c'était tout ça là. Et franchement, à ce moment-là, j'avais pas la réponse. Je savais pas vraiment pourquoi Bali. Et je savais pas vraiment comment j'allais gagner de l'argent. Je leur disais, je vais créer une activité sur Internet et je gagne de l'argent et je vais venir à Bali. Et franchement, ils se foutaient un peu de ma gueule. Ils se disaient, ah, mais t'as un rêveur, qu'est-ce que tu t'imagines, qu'est-ce que tu crois, bla. Mais c'est toujours comme ça, je sais. Et aujourd'hui, sorry, ça s'est matérialisé encore mieux que ce que j'imaginais. Et en fait, ne cherchez pas à convaincre les gens. Ne cherchez pas à convaincre les gens. Montrez-le. Montrez-le. Maintenant, j'ai des gens, des anciens potes, qui m'écrivent, ouais, Aïda, tu sais, moi aussi, j'avais peut-être envie de me lancer, etc. Tu crois que... Alors que ces gens-là, à l'époque, ils se foutaient de ma gueule. Ouais, c'est toujours comme ça, hein, tu sais, j'étais... On a un petit souci technique. Ouais. Donc... Où est-ce que j'en étais? Oui, je te disais mon expérience. Donc moi qui, bon, je sais que je voulais travailler en ligne et j'ai commencé à des petits business sur Internet justement dans ma chambre. Et j'avais mes proches qui s'inquiétaient parce que je passais beaucoup de temps enfermée dans ma chambre et qui disaient mais qu'est-ce qu'elle fait? Jusqu'au jour où je commence à gagner de l'argent, du vrai argent. Et ils hallucinaient, ils disaient mais comment c'est possible? Et jusqu'à présent, je pense qu'on ne comprenne pas que c'est possible en fait. Ouais. Pour moi aussi, il y a des gens quand ils voient de l'extérieur, ils se disent mais tu gagnes ta vie avec. C'est tellement éloigné de leur réalité. C'est bizarre. C'est pour ça, tu vois, que j'ai voulu faire cette chaîne aussi et cet accompagnement parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les personnes qui veulent se lancer dans le digital, beaucoup de personnes le connaissent. Donc, toi, tu as vu, il y a eu les montagnes russes, il y a beaucoup de choses que tu as appris dans tu as pris en tout environ 5-6 ans. Moi, ça m'a pris un peu pareil, parce que moi, j'ai commencé pareil en 2019-2018. J'ai vraiment voulu apporter aux gens en fait une visibilité avant même qu'ils se lancent, parce que c'est un nouveau monde au final, qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire, les étapes, du coup, soit pour développer un business, soit pour être freelance, et qu'est-ce qui fait que certains réussissent là où d'autres abandonnent justement. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est un peu aussi mon objectif au travers de ce que je propose. Aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, travailler en ligne, vivre en tant que digital nomade, peu importe? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Oui. Se lancer? J'ai failli te dire oui, j'attends conseil. C'est ça mon conseil, c'est de se lancer. Le meilleur moyen d'apprendre à entreprendre, c'est d'entreprendre. J'ai beaucoup de clients, beaucoup de personnes au téléphone qui me disent qu'ils ont peur de la technique. Je sais pas, ils s'imaginent peut-être qu'on est des codeurs. C'est une excuse. La seule barrière technique qu'il y a, c'est de la technicité mentale. Parce qu'en vérité, tout ce qu'il y a de technique, spécialement aujourd'hui, alors à l'époque, oui, ok, à l'époque, pour faire un site internet, tu avais besoin de code, de machin, de trucs compliqués. Mais aujourd'hui, t'as que des outils. Je veux dire, le montage, le machin, tout est ultra facile et t'as des outils pour tout. Donc si aujourd'hui t'as peur de la technicité, en gros, si t'es capable d'aller sur Instagram et d'aller sur Facebook, t'es capable de monter un business. Ouais. Souvent, on veut pas aussi se lancer parce qu'on va avoir la bonne idée. Ouais, genre, je vais trouver le truc qui machin, je vais attendre d'avoir la bonne. En fait, tu vas pas trouver la bonne idée en étant dans ta chambre. Tu vas pas, la bonne idée va tomber sur la tête et ça, je suis chaud.
l'idée avec laquelle tu démarres n'est pas l'idée avec laquelle tu vas gagner de l'argent. N'est pas l'idée avec laquelle tu vas réussir. N'est pas... En fait, tu vas faire de l'itération. C'est-à-dire tu vas commencer à marcher sur le chemin de l'entrepreneuriat et tu vas avoir un sentier, tu vas avoir une route, tu vas avoir un chemin, tu vas avoir... Tu peux pas faire l'itinéraire de Marseille à Paris sans même avoir démarré. Tu ne peux pas choisir chaque intersection. Tu dois commencer, mettre un pas devant l'autre, pour ensuite être sur le chemin. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Juste démarre avec un truc, et ensuite tu verras bien. Parfait, j'aurais pas dit mieux. J'ai envie de revenir sur un petit truc qui m'intéresse. Tu parlais tout à l'heure d'entourage. À quel moment tu t'es mis dans le bon entourage et tu as trouvé le bon entourage? Qu'est-ce qu'il a fallu? Parce que du coup, les gens vont se dire, oui, mais l'entourage, c'est bien beau. Moi, je suis entourée de ma famille, mes voisins et tout ça. Mais comment je fais pour... Qu'est-ce qu'il a fallu? Moi, j'ai une réponse à cette question que je te pose et je suis curieuse de la tienne. Avant. Un billet d'avion? Ok, on a la même. Non, mais... Non, à un moment donné, voilà, à un moment donné, tu as quand même des raccourcis. Je dis pas que tu veux pas rentrer dans un restaurant dans ton pays, tu peux. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais je trouve que c'est quand même plus facile quand tu parles. Le secret ultime pour toute personne qui veut entreprendre, changer de vie, opérer, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, c'est pas chercher la facilité, mais c'est chercher des moyens de hacker ta réalité. C'est ça. Et d'aller plus vite d'un point A à un point B, enfin plus vite. Non, parce que les gens, je les connais, quand ils disent plus vite, ils pensent que ça va être rapide. Non. Mais d'être smart, en fait. Voilà, d'agir de manière smart. Et le voyage, que ce soit sur le plan du mindset, du développement de soi, dont on parlait tout à l'heure, ou que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, sortez de chez vous, allez parler aux gens, allez rencontrer les gens, allez rencontrer notre culture, mais surtout, allez vous rencontrer vous-même. Quand tu fais tout le temps la même chose, tous les jours, les mêmes endroits, avec les mêmes personnes, tu te croises jamais, tu es juste dans une roue de hamster, tu te vois jamais. Apparemment, dans le monde de l'entrepreneuriat, on appelle ces gens-là des PNG. Ah ouais? Ouais, c'est les personnages là, du jeu vidéo. Non, mais en vrai, moi, j'ai vraiment rien contre le salariat et je suis persuadé que c'est super. Il y a vraiment aucun problème avec ça, c'est ça. Mais en vrai, faire un voyage, essaye l'entrepreneuriat, si c'est pas fait pour toi, tu le verras bien. Ouais. En fait, quand j'étais travailleur social, j'accompagnais des personnes en fin de vie. Et en fait, les gens en fin de vie, ils regardent jamais ce qu'ils ont fait. Ils sont trop contents de parler de leur voyage et leur truc, etc. Ils regrettent quoi? Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils disaient oui, je vais le faire plus tard, etc. Il n'y a pas de plus tard. Plus tard, c'est jamais. C'est maintenant. C'est pour ça, tu sais, des fois, quand j'ai les premiers appels et tout, je parle aux gens d'être accompagnés. Ils me disent oui, alors je crois qu'en ce moment, c'est pas le bon moment, mais peut-être d'ici 1 ou 2 mois, 3. Non, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Si tu veux du changement, le changement, il démarre là, tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de changement demain. Ouais, bien sûr. Parce que demain n'existe pas. Demain, c'est de l'intuition, donc ça a commencé à le changement. C'est beau, ça, demain n'existe pas. J'aime trop cette phrase. Ouais. On avance à oublier, vu qu'on est tout le temps en train de planifier, demain je ferai ça mieux, demain ce sera mieux, demain je pourrai me lancer, demain je vais trouver ce que je cherche. La vérité, c'est que le seul moment où tu vas vivre, c'est maintenant. Parce que même quand il sera demain, demain ce sera maintenant. Du coup, tu es tout le temps maintenant. Du coup, il n'y a rien d'autre que maintenant. Le reste, c'est qu'une illusion. Et on peut se cacher dans des illusions, mais il ne faut pas s'attendre à recevoir rien d'autre que des illusions. C'est quoi que les gens disent oui, mais en fait, tout ça c'est de l'arnaque, ça marche pas, tu peux pas gagner d'argent. En fait, ce qui marche pas, c'est de vivre dans le futur, en se projetant. Mais si tu es dans le présent et dans l'action et dans le fait de faire malgré la preuve, je suis la preuve, et il y a des centaines de preuves. Mais en fait, de toute façon, tu trouveras des preuves que si tu veux te convaincre que ça ne marche pas et que tu n'y arriveras pas, tu crois des dizaines de preuves qui auront bon. Si tu veux être sûr que tu vas y arriver et que tu vas être successful, tu as des milliers de preuves qui t'attendent. Voilà, et ça, il est vrai. Waouh! Donc, à retenir de cette vidéo, si tu veux te lancer, travailler sur Internet, vivre ta best life, peu importe, même te générer un revenu, enfin, qu'en sais-je, lance-toi. Voilà, n'attends pas parce qu'au final, il n'y aura rien demain ou après-demain. C'est maintenant et tu n'as pas besoin d'aller dépenser de l'argent, tu n'as pas besoin de faire des choses de fou, juste de poser l'intention, de mettre tes objectifs sur papier, d'écrire une vision, d'écrire une idée, un rêve. Et déjà, ça, c'est un premier pas vers les changements, en fait, vers la reconversion peut-être. Et un autre premier pas, si tu permets, faites-vous accompagner. Vous avez des personnages absolument formidables, incroyables de compétences, comme Anaël ici. Pourquoi vous restez tout seul dans votre chambre alors que vous avez la possibilité d'être accompagné? Quoi? Parce que ça demande un investissement en termes d'argent. En fait, si tu n'es pas prêt à investir ton argent, comment est-ce que tu vas investir ton temps? Comment est-ce que tu vas investir du risque? Comment est-ce que tu vas investir ton énergie? L'argent, c'est ce qui a le moins de valeur. S'il y a de la valeur, c'est ton temps. Et si, en investissant un peu d'argent, tu peux gagner du temps parce que tu es accompagné, tu n'es pas seul et que tu ne fais pas les erreurs qui sont hyper communes et qu'on connaît, qu'on a l'habitude de suivre, en fait, c'est les mêmes. Aujourd'hui, tu vas investir quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais si ces quelques centaines de milliers d'euros te permettent de créer une activité en ligne, d'être libre, quelle valeur ça a? Quel est le retour sur investissement? Alors, si tu veux, tu peux dire non, moi, j'investis pas, je vais essayer de le faire tout seul dans ma chambre. Ok, essaye de le faire.
Mais ce que tu risques de perdre, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, et c'est des mois ou des années de vie, ou alors même le fait que tu te lances jamais, ou que tu ne réussisses jamais, parce que tu n'es pas accompagné, parce que tu fais des erreurs qu'on a l'habitude de voir. Et non, être accompagné, que ce soit pour créer son activité, ou que ça soit pour sortir des troubles du comportement alimentaire, des galères avec la nourriture, bah, en fait, être accompagné, On a besoin de se faire aider, en fait. Investir en soi, c'est se choisir. c'est ça. Et si tu veux qu'un jour les gens investissent en toi, bah, commence. Commence par investir sur toi. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. On termine sur une question. Est-ce que tu as une question pour moi? Anaël, j'ai une question à toi. Pourquoi est-ce que tu veux aider les gens à développer leur attitude learning? Wow! C'est profond, en fait. C'est une question. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te... Tu vois, c'est quoi le sens profond? C'est quoi qui te drive à faire ça? C'est très récent, tu vois. Un peu comme toi, moi, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je me suis lancée. Donc, j'ai fait beaucoup de business. J'ai passé 10 ans dans la restauration avant ça. C'était pas du tout mon dream job. C'était même pas un job qui était fait pour moi, vu que je suis très timide et introvertie. Donc, j'ai beaucoup supporté ma restauration. J'ai beaucoup pris sur moi. Donc, comme toi, j'ai trouvé des belles choses à prendre dedans pour pas avoir à supporter. Mais cette souffrance, en fait, que j'ai ressentie quand j'ai compris qu'il y avait une opportunité et que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je voulais gagner de l'argent sur Internet, je voulais changer de vie, je voulais complètement sortir de ce truc dans lequel je me sentais prisonnière, cette liberté. Et j'ai tellement souffert d'être toute seule, d'être isolée, d'avoir le mauvais entourage, de pas avoir les connaissances. Je me sentais vraiment très, même pas nulle, mais moins que rien, tu vois, démunie. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que non seulement j'ai créé un accompagnement, mais j'aurais pu faire direct du coaching business pour des personnes qui sont déjà lancées, parce que c'est plus simple concrètement, et je sais comment le faire, d'ailleurs je le fais. Mais le programme que j'ai créé, c'est vraiment pour les débutants. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui touchent plus les débutants parce que c'est pas une bonne cible pour eux. Ouais. Pourtant, moi, je ressens encore la souffrance que j'ai ressentie quand j'étais débutante, justement. Bien sûr. Et que je faisais toutes ces erreurs-là. Je crois que j'ai dépensé que 20K en formation dans tous les sens, pas les meilleurs, pas toutes rentables, et aussi en business. Hein. Mais l'échec, moi, m'a coûté autant d'argent, en fait. Donc, j'aurais été accompagnée dès le départ. J'aurais gagné, j'aurais économisé, j'aurais peut-être pu mettre ça ailleurs. Je serais peut-être déjà encore plus loin que je ne le suis aujourd'hui. Et en fait, moi, c'est ça, en fait, surtout qui me rage. Je me suis vraiment sentie seule et démunie à ce moment-là. Et je le souhaite à personne. Bon, on va terminer notre vidéo ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, encore une fois, à t'abonner, à liker pour que je fasse des contenus un peu plus dans ce genre-ci. Et si tu as la moindre question, si tu as envie de nous poser des questions par rapport à ce qu'on a échangé ici dans l'entretien, n'hésite pas à t'inscrire dans l'espace commentaire. On sera ravis de te répondre. Merci, Anaël, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de prendre. Mais voilà, pour mon entretien, on est obligé de faire un peu vite parce qu'il reste 1% de batterie sur la caméra et qu'elle s'est déjà éteinte. Donc, on va même pas avoir besoin de cliquer sur le bouton. La caméra va s'arrêter automatiquement d'ici quelques secondes. Allez, ciao! Au revoir.